Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Le Maroc a vécu une semaine de grosses manifestations à travers une trentaine de villes du pays, condamnant la normalisation poussée au partenariat militaire avec Israël, une première dans le monde arabe. Des manifestations violemment et systématiquement réprimées par les forces de l'ordre ou carrément interdites. Rabat n'arrive donc plus à contenir ce qui semble devenir un véritable soulèvement populaire contre son repositionnement politique brutal sur la question palestinienne au profit d'intérêts expansionnistes communs avec les Israéliens. Une alliance dangereuse qui va certainement bouleverser l'équilibre régional et international à plusieurs niveaux. Même les services de renseignement espagnols ont exprimé de vives inquiétudes auprès du gouvernement de leur pays. Le Front social marocain s'est par ailleurs érigé contre la malvie au Maroc, les disparités sociales de plus en plus franches et l'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés individuelles, et pour la première fois contre la nature même du régime en place, voire la pérennité de la monarchie. Décryptage ce soir avec notre invité, Monsieur Noldine Djoudi, qu'on reçoit. Bonsoir, Monsieur Noldine Djoudi, vous êtes ancien diplomate. Alors, avant de parler de ces manifestations, il convient donc de comprendre les raisons de ce front social qui agite aujourd'hui le Maroc, et c'est véritablement ce protocole d'accord militaire israélo-marocain historique et qui a sans doute une portée régionale et internationale. Le doute est à présent dissipé. Le Maroc va confier sa sécurité nationale aux Israéliens. Pourquoi le Maroc est allé plus loin que les autres pays normalisants, ne serait-ce que les pays qui ont normalisé récemment, comme les Émirats, le Soudan ou le Bahreïn? Bon, bien pour ceux qui ont eu l'avantage, comme moi, d'avoir vécu au Maroc, de connaître le peuple marocain, de connaître le système, ce qui se passe actuellement au Maroc ne nous étonne pas outre mesure. En fait, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est finalement le résultat d'une des dernières étapes de tout un processus imaginé par le sionisme international depuis les années 50. À ce moment-là, on avait donné l'idée qu'un petit État, Israël, entouré d'une masse d'États musulmans, arabo-musulmans, antidémocratiques, bataillait pour sa survie, et qu'il fallait absolument qu'il trouve les moyens de rompre cette menace. Et pour ceux qui ont suivi cette situation, je voudrais rappeler ce qu'a écrit un certain Oded Inon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce monsieur qui a fait un très long article en 1982 à propos des intentions du sionisme, a révélé tout un tas de choses qui étaient jusqu'à maintenant secrètes quant à la stratégie du sionisme, à partir du congrès qui a établi le sionisme. Pourquoi Monsieur Inon est particulièrement bien placé sur le plan de l'information, puisque, avant d'être journaliste, il a d'abord été un cadre des affaires étrangères en Israël, et il a été surtout un conseiller d'Ariel Sharon. Donc il était bien placé pour bien connaître les choses. Alors, au départ, le sionisme avait défini Israël comme ayant comme frontière de l'Euphrate jusqu'au Nil. C'est-à-dire que le Grand Israël devait contenir non seulement ce que nous voyons aujourd'hui, mais tout l'ensemble, la Jordanie et même la péninsule arabique. Depuis, les choses ont évolué, prenant de plus en plus de force, ayant de plus en plus d'appui sur le plan occidental. Le sionisme a commencé à voir plus loin, c'est-à-dire établir une espèce de contrôle absolu sur l'ensemble de la planète. Ça rejoint un peu cette caste américaine, religieuse américaine, qui parlait du retour du Christ, pour lequel il fallait un préalable. Le préalable, c'était d'abord la victoire de l'Antéchrist. Or, et il soutenait Israël en disant qu'il fallait, pour que le Christ revienne et triomphe, il fallait que Israël domine le monde. Alors, sur cette base-là, Israël a commencé, comme on dit, l'appétit grandit en mangeant. Ils ont commencé à avoir des visées beaucoup plus lointaines. Et ils sont partis sur une base, c'était celle de fragmenter tous les pays arabes. Et dans son article, justement,
Inon avait fait une analyse dans laquelle il disait que toutes sortes de confrontations interarabes ne peut être qu'à l'avantage profitable à Israël. C'est comme ça qu'il y a eu les printemps arabes. Oui. Donc il y a eu, à chaque fois, on retrouve Israël derrière l'affaire de l'Irak, derrière le Liban, derrière ce qui se passe en Syrie, derrière ce qui s'est passé en Libye. On sait très bien que derrière la destitution de Kadhafi, il y avait la main d'Israël. Et l'Algérie constituait une cible privilégiée. À plusieurs reprises, de hauts responsables israéliens, tels que Moshe Dayan, tels que Benjamin Netanyahou, ont dit publiquement que la cible privilégiée était l'Algérie. Donc, il s'est trouvé qu'Israël avait déjà des liens privilégiés, non officiels, non proclamés, non si vous voulez, sur la assumés, place oui. publique, non assumés, avec la monarchie marocaine. Et c'est là que je dis qu'il faut faire attention à faire la différence entre le peuple marocain et le Makhzen. Ce sont deux entités totalement différentes. Je me souviens par exemple du fait que on a tous l'impression que tout le peuple marocain est derrière son roi. Mais en réalité, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État militaire de Srerat, lorsque les cadets de Hermoumou, de l'école militaire de Hermoumou, ont voulu provoquer la chute du roi, une tentative de coup d'État qui a été ratée d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, il s'est trouvé que le peuple marocain a réagi avec un enthousiasme extraordinaire en apprenant que la monarchie avait sauté. Et ils ont payé le prix cher, puisque tout de suite après, le roi ayant récupéré le pouvoir, ses forces de répression, la répression a été terrible. Donc il y a toujours eu cette répression féroce du peuple, et la politique du palais a été une politique de survie de la monarchie, et non pas de la survie du peuple marocain. Le peuple marocain, en ce qui me concerne, est lui-même victime de cette situation. Donc Israël a profité de cet état de choses pour officialiser ce qu'ils avaient conçu depuis très longtemps. C'est-à-dire, on se souvient très bien par exemple que Hassan II avait livré aux Israéliens tout le contenu des débats du sommet arabe de Casablanca, de la Ligue arabe, et qui a permis aux Israéliens justement de détruire. Donc c'est ce qui explique pourquoi le Maroc particulièrement est allé jusqu'à l'accord militaire, l'accord de défense commun avec les Israéliens. Il me semble qu'aujourd'hui le Maroc est dans une situation intolérable. C'est maintenant une survie du Makhzen. Le Maroc se rend compte maintenant que la survie du royaume ne tient plus qu'à un fil. Des erreurs après erreurs, des provocations répétées à l'égard de l'Algérie. Comment dirais-je, la tentative de créer, par exemple, ce qu'on appelle cette confrontation à l'état de même pays, de soutenir le MAC ou de soutenir tous les mouvements terroristes contre l'Algérie, comme ils avaient soutenu d'ailleurs les terroristes pendant la décennie noire. Donc il y a toujours eu cette volonté du Maroc de fuite en avant, de se sentir de plus en plus isolé, de plus en plus critiqué. Évidemment, il a des alliés qui continuent à le soutenir, mais il est arrivé à un stade où il commence à être conscient du fait qu'il est maintenant sur la lame du rasoir. Et c'est pour cela qu'il continue cette fuite en avant au point de faire ce qu'aucun pays arabe, c'est historique, il faut le qui rappeler, a officialisé sa relation avec Israël, aucun pays arabe n'est allé jusqu'à conclure un accord de défense, un accord de sécurité. La question qu'on peut se poser, on voit quelques images de ces manifestations où les Marocains protestent très franchement contre la présence des sionistes au Maroc. Ils rejettent en bloc cette présence qui s'est scellée donc, par la visite du ministre israélien de la Défense. Et ça a été un peu le point culminant, le point d'orgue de cette colère marocaine. Que vient faire Israël en Afrique du Nord aujourd'hui? Est-ce que son placement sur le marché de l'armement peut être suffisant pour expliquer cette venue d'Israël, notamment à nos frontières à nous, en Algérie? Non, je vous disais que le plan d'expansion d'Israël
a été conçu depuis des années et qu'il continue. Israël continue à déplacer ses pions. Mais à quelle fin, M. Djoudi? Les fins sont claires, c'est d'établir cette influence, ou plutôt cette espèce de protectorat d'Israël sur l'Afrique du Nord pour commencer, et ça passe obligatoirement par l'ennemi juré d'Israël, c'est-à-dire l'Algérie. L'Algérie constitue l'obstacle majeur. C'est le seul pays, ou l'un des rares pays, qui est attaché à des questions de principe, et non pas à des questions de réel politique. L'Algérie ne cédera jamais sur le principe de la justice, sur le principe du droit des peuples, etc. Et ça va à l'encontre de la démarche israélienne. Et l'Algérie a toujours été un os ou une épine dans la chaussure marocaine. Rappelez-vous, par exemple, que pendant la guerre de 73, eh bien, l'Algérie s'est engagée. Oui. Notre division blindée était là-bas, nos avions étaient là-bas. L'infanterie. Donc c'est un pays qui était engagé contre Israël, et partout nous avons été à la pointe du combat contre cette philosophie sioniste, qui est une philosophie essentiellement raciste, et une philosophie qui est l'exacte réplique de l'apartheid. Alors, et ces tentatives d'influence d'Israël, ou plutôt de la mainmise d'Israël sur des pays aussi importants, sur des continents aussi importants que l'Afrique, a commencé depuis bien longtemps. Je me souviens de l'époque où j'étais secrétaire général adjoint de l'OUA, lorsque il y a eu l'admission de la RAST. En 1982, à Tripoli, au sommet de Tripoli, il avait été décidé de faire éclater l'OUA. Et heureusement, fort heureusement, il y a eu un incident qui a amené le président sénégalais Abdou Diouf à ne pas jouer le jeu et à sauver finalement l'OUA en proposant la nomination d'un secrétaire général intérimaire, Peter Lonou, et puis d'attendre que le problème soit réglé au sommet suivant. On se trouve exactement dans la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Israël, et grâce à son véritable maître du palais qui est M. Azoulay, a dit au roi du Maroc: vous avez fait une erreur énorme en vous retirant de l'OUA. Vous avez claqué la porte, vous avez laissé le champ libre à l'Algérie et au Polisario. Il faut absolument reprendre pied. Chose qui a été rectifiée reprendre en pied 2017 dans l'Union africaine. Et à partir de là, de l'intérieur, vous pouvez détruire et l'Algérie et l'Union africaine elle-même. Et c'est pour cela qu'on est passé au stade de l'agrément de l'ambassadeur israélien comme observateur au sein de l'unité africaine, sans consultation avec les pays membres de l'Union africaine. Il y a donc cette influence très forte, cette tentative très forte d'Israël de vouloir absolument s'implanter partout en Afrique, de dominer l'Afrique. Parce que deux chefs d'État africains, deux anciens chefs d'État, m'avaient dit il y a quelques années cela, m'avaient dit que ce que fait le Maroc actuellement en Afrique ne vient pas du think tank du Maroc. Oui. C'est un plan qui a été imaginé par Israël, qui a été approuvé par la France et qui a été soutenu, financé par certains pays du Golfe. Tout ce que le Maroc a tenté de faire en Afrique, cette infiltration, l'argent venait à profusion des alliés du Maroc, etc., pour essayer de reprendre le terrain. Oui, et malheureusement, il y a eu une période où notre diplomatie a été quelque peu absente en Afrique. Oui. Et fort heureusement, maintenant, elle reprend. Mais pendant cette période-là, Israël s'est servi du Maroc pour essayer de prendre pied sur le continent africain. Et c'est comme ça d'ailleurs que certains pays africains ont retiré leur reconnaissance de la race. Entre-temps, on a pu le voir. D'autres sont revenus. Oui. Et d'autres sont revenus. En Amérique latine, par exemple, la Colombie qui l'avait retirée est revenue. Moi, je voudrais vous faire réagir sur
sur des déclarations du ministre, notre ministre des Affaires étrangères, Tal Lamamra, qui dans un entretien disait l'Algérie se sent maintenant comme un État en confrontation avec l'entité sioniste. Il le dit directement, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être en confrontation directe. Vous disiez que Israël ciblait directement l'Algérie. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui cette confrontation? Nous parlerons du cas du Maroc tout à l'heure, mais est-ce qu'il peut y avoir une confrontation directement avec l'entité sioniste? D'autant qu'on a vu que le ministre de la Défense israélien parlait de cet accord avec le Maroc. Il disait qu'il est conçu pour répondre à des menaces régionales. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? L'accord cadre est signé avec le Maroc. Non, le terme confrontation peut être interprété de plusieurs manières. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a affirmé M. Lamamra, qui a l'avantage d'avoir une très grande expérience et qui est extrêmement efficace dans le domaine des affaires étrangères. Lorsqu'il parle de confrontation, ça ne veut pas dire nécessairement une confrontation armée. Oui. Il y a mille et une manières. Le Maroc nous fait déjà une espèce de guerre. J'avais dit à un ancien ambassadeur des États-Unis que grâce à la puissance maintenant et la compétence de l'armée nationale populaire, il est difficile d'imaginer une attaque marocaine contre notre pays. L'armée nationale populaire est capable d'éliminer les forces marocaines. Mais il y a d'autres moyens, notamment par l'usage de la drogue, par exemple, des centaines de kilos de drogue saisis tous les jours, essayant de miner notre jeunesse par la drogue, non seulement le hashish, mais également non seulement le cannabis, mais également des drogues fortes. C'est une manière de faire. Confrontation aussi dans le fait que le Maroc, maintenant, parle de fragmentation d'Algérie en parlant d'une supposée autonomie de la Kabylie. De la Kabylie, oui. Les Kabyles ont su comment répondre. Parce que les Kabyles se considèrent d'abord algériens et Kabyles ensuite. Il est tout à fait légitime qu'ils soient fiers de leurs racines. Comme moi, je suis fier de mes racines de la Guadeloupe. C'est tout à fait naturel. Mais au-delà de nos qualités régionales, nous sommes d'abord algériens, avant tout. Et je pense que le Maroc, qu'actuellement, il y a effectivement une confrontation dans la mesure où le Maroc est enfin, sous les ordres de l'entité sioniste, est en train d'augmenter les possibilités de confrontation, quitte peut-être même à provoquer une confrontation armée s'il le faut. Et là... Avec le Maroc? Non, je dis le Maroc, quitte à provoquer une confrontation contre nous. Oui. Oui. La confrontation existe. Elle est faite de différentes manières. Elle est faite sur le terrain diplomatique. Elle est faite sur le plan commercial. Par exemple, le fait d'attaquer des camions qui allaient d'Algérie vers la Mauritanie, oui. C'était également d'empêcher l'Algérie d'avoir des liens commerciaux avec la Mauritanie et par la Mauritanie avec l'Afrique occidentale. Donc il y a mille et une manières. C'est ce que disent en ce moment les observateurs de la situation actuelle entre l'Algérie et le Maroc. Ils disent que le Maroc va provoquer des mini-incidents, des mini-situations des attaques carrément, pour prendre à partie la communauté internationale, prendre à témoin plutôt la communauté internationale et dire voilà, nous sommes attaqués par l'Algérie. Est-ce que c'est un peu le style marocain pour ne pas aller clairement dans une guerre totale? Oui, justement, c'est là justement où la déclaration de la Mamra doit être comprise, analysée sérieusement, parce que il est tout à fait conscient, le président Tebboune, l'état-major de l'armée nationale populaire sont tout à fait conscients de ce genre de manœuvre. Rappelez-vous que dernièrement, il y a, je crois, même pas 2 semaines, un des plus grands journaux de l'entité sioniste avait fait un article dans lequel il dénonçait l'Algérie, les provocations de l'Algérie, la manière dont l'Algérie voulait s'attaquer au Maroc, etc. Tout ce qu'on reproche aux provocations marocaines, les médias israéliens le reprennent contre l'Algérie. Deuxièmement, le fait, par exemple, que jusqu'à aujourd'hui, je viens d'apprendre à l'instant que l'AFP avait fait quelque chose de nouveau, mais jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'ai vu dans les médias français
que ce soit les différentes chaînes, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6 News, etc., jamais je les ai entendus mentionner ce qui se passe au Maroc, y compris les manifestations. Par contre, il a suffi qu'un jeune Algérien pique un vélo pour que pendant une semaine, les médias français parlent de ce petit voleur avec un passeport algérien. Vous voyez un peu l'orientation. Là aussi, il y a confrontation médiatique. Israël contrôle les médias. Qu'on le veuille ou pas, il la contrôle. Et actuellement, ils font cette fixation sur l'Algérie. Alors il faut rappeler que ce sont les premières images aujourd'hui de l'agence France Presse qui relaie ces manifestations marocaines jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois en une semaine. C'est quand même étrange qu'il y ait cette chape de plomb sur ce qui se passe au Maroc dans la presse française. C'est totalement occulté. Non, le Maroc je me permettrai de dire, j'assumerai ce que je dis. Je pense que le Maroc n'est pas souverain. Le Maroc, au sens du régime marocain, du Merzen, du roi, etc., n'ont pas les attributs de la souveraineté, dès lors qu'ils ne font qu'obéir à ce qui leur est dicté par Israël d'une part et par ses alliés de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un bébé dont on se sert, dont certains pays occidentaux se servaient au premier rang, nos amis de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un pays qui est offert, qui plie à toutes les exigences qu'on lui demande. Il va même quelquefois faire des petites opérations pour essayer de dire nous sommes souverains. Lorsque, par exemple, le chef des services de renseignement marocain a failli être arrêté pendant un séjour en France, on en a fait toute une histoire, le Maroc en a fait toute une histoire, des menaces, etc. Mais aujourd'hui, M. Doudi, le profil diplomatique, l'orientation diplomatique, même sécuritaire du Maroc est en train de changer, est en train de prendre un tournant nouveau qu'on ne connaissait pas, en implantant notamment le Mossad dans la région. Vous avez souvent parlé dans vos conférences de cette guerre de 4e génération qui est déjà déclarée, notamment dans notre région. Mais est-ce que, à travers cet accord avec les Israéliens, le Maroc ne se prépare pas finalement à une guerre beaucoup plus classique, à un embrasement dans la région? Je crois que les amis du Maroc, à commencer d'ailleurs par Israël ou par les États-Unis, savent très bien qu'il n'est pas de l'intérêt du Maroc d'avoir une véritable guerre avec l'Algérie. Le Maroc ne fait pas le poids sur le plan de l'efficacité en termes de guerre. Mais il est en train de s'équiper. Il est en train de s'équiper, avec des systèmes performants ça ne suffit pas de la part d'Israël. Voyez-vous, des experts militaires américains ont classé l'Algérie comme étant la 2e puissance en Afrique après l'Égypte. L'Égypte qui, elle, nous surpasse de très loin par le nombre. Le nombre de militaires, etc. Mais ils reconnaissent que l'Algérie a deux avantages. Un armement extrêmement performant, que ce soit l'aviation, que ce soit les blindés, que ce soit les missiles, etc. Toute la couverture de protection du territoire national est sûre. Elle est magnifique. Mais surtout, il rend hommage à la compétence maintenant de l'armée algérienne. Par exemple, nos pilotes reçoivent un entraînement extrêmement sévère, extrêmement serré, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Si vous prenez par exemple les opérations terrestres, l'Algérie a acquis une expérience énorme sur le terrain à partir du combat qu'elle mène jusqu'à ce jour contre le terrorisme et les infiltrations du terrorisme. Ce qui n'est pas le cas du Maroc. De l'armée algérienne. Du point de vue armé, je crois que les meilleurs experts savent très bien qu'il y a un déséquilibre énorme entre... Ce n'est pas en livrant quelques F-16 au Maroc que vous allez dominer les Soukhoï algériens, pas du tout. Alors on revient à ce front social au Maroc. Le souverain marocain, président du comité Al-Quds, tourne donc officiellement le dos à la cause palestinienne et se contredit plus tard en plaidant pour la reprise des négociations entre les deux parties. Il se dit le mieux investi pour le faire. Est-ce que Mohamed VI n'aurait pas pris cette question à la légère dans ce qu'elle représente dans l'affect des Marocains, puisqu'on les voit aujourd'hui réagir très sincèrement d'ailleurs?
Vous savez, je dirais au risque de choquer certains que le père de Mohamed VI, Hassan II, Oui. était un homme d'État. C'était un homme qui était conscient des problèmes, etc. Le jour où, une fois, son état-major lui avait proposé d'attaquer l'Algérie pendant qu'elle était faible et qu'il les a traités d'imbéciles en leur disant « c'est vous qui risquez d'être balayés ». Tandis que Mohamed VI est un homme qui n'a jamais été préoccupé par la situation de son peuple. Le peuple marocain aujourd'hui est dans une situation sociale et économique désastreuse. J'ai eu le témoignage de Marocains, lorsque j'étais en poste à La Haye, de Marocains qui me dit « je me suis exilé pendant 25 ans à travailler dur et j'ai amené mon fils tout simplement pour avoir la possibilité d'avoir acheté un petit bout de terrain et construire ma maison à Saouera. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que tout est pris par les Français, par les Européens et nous sommes étranglés. » Vous voyez, il y a cette espèce de séparation totale entre le peuple marocain qui souffre. Je répète que le peuple marocain souffre par rapport à cette oligarchie marocaine avec tous ces gens du Merzen, des gens serviles finalement dans leur comportement et qui ont une vision très, très étroite simplement de leur sécurité personnelle et non pas celle du peuple marocain. Moi j'ai la conviction que si ces manifestations continuaient et si le peuple marocain trouvait des leaders en mesure de les guider, moi je suis sûr qu'un jour ou l'autre, le Maroc se débarrassera, le peuple marocain se débarrassera de... Mais est-ce que le Maroc dispose de cette élite politique pour justement... Toute la question est là, oui. Toute la question est là, mais je pense déjà que le simple fait d'avoir osé manifester, oui, c'est déjà extrêmement important, parce que jusqu'à maintenant, les manifestations étaient impossibles au Maroc, parce qu'il y avait tout de suite une réaction brutale. Elle y est encore. Hein, elle y est encore. Oui. Et vous voyez le parallèle que l'opinion internationale est obligée de faire entre un Hirak en Algérie, par exemple, des manifestations contre l'ancien régime massives, avec non seulement la passivité, mais peut-être même la complicité des forces de l'ordre, de l'armée, etc., qui n'est jamais intervenu, qui n'a jamais brutalisé ces marches et qui se sont tenues régulièrement chaque semaine, pendant des mois, pendant des années. Par rapport aux manifestations qui ont toujours été réprimées de manière brutale. Et nous en avons la preuve, parce que jusqu'à maintenant, seule votre télévision, notre télévision, la RTA, a été la seule à montrer des images des manifestations. Mmh. C'est la première fois que je vois l'AFP, peut-être par un sursaut de dignité, qui ont fini par faire passer ces images. Mais je pense est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les manifestations de 2011 ou est-ce que la situation est complètement différente aujourd'hui? Il y a eu des manifestations lorsque le Maroc, comme beaucoup de pays arabes, a été traversé par les printemps arabes, on en parlait tout à l'heure. Mais où est-ce qu'aujourd'hui c'est différent avec cette rupture, on le disait, de la politique étrangère vis-à-vis de la cause palestinienne? Non, je pense que c'est très différent parce que, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir sur le peuple marocain. En dehors du respect que j'ai pour tous les peuples, tous les peuples sont respectables. Mais quelquefois, ce sont les dirigeants qui ne valent pas la peine qu'on parle d'eux. Mais le peuple marocain est profondément musulman. C'est un peuple qui a toujours montré un sentiment de solidarité avec tous les peuples qui ont été en difficulté. Par exemple, notamment envers nous, les Algériens. Lorsque nous battions, le peuple marocain était avec nous. L'obligation de réserve m'interdit de parler de certains obstacles que nous avons rencontrés, nous, en tant qu'ALN, à l'Ouest. Je n'en parlerai pas. Je ne peux pas en parler. Parce que je préfère laisser, plutôt regarder vers l'avenir plutôt que... Mais il y a quand même un fait qui est indéniable, qui est connu de tous. En pleine guerre de libération, lorsque le président Farhat Abbas, rahimahullah, président du GPA, s'était rendu au Maroc, on a voulu lui faire signer, oui. On a fait des pressions pour lui faire signer un document par lequel il reconnaissait la marocanité de Tindouf.
Et heureusement que le président Abbas était un homme très rompu à la politique, qui a dit, enfin, soyons sérieux, nous sommes en pleine guerre de libération, laissez-nous d'abord nous libérer, et ensuite on pourra discuter entre frères. Vous voyez que il y a toujours cette espèce de rupture entre le Makhzen, les intérêts personnels de la monarchie, et qui ne date pas de Hassan II ou de M6, de très loin. Et le peuple marocain, qui par exemple est très 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 solidaire avec les Palestiniens. Il y a eu, regardez comment l'ancien Premier ministre, qui était un islamiste, le PJD ou je ne sais quoi, le PJD. Comment il a été battu à plate couture pendant les élections. Pourquoi? Parce que le peuple ne lui a pas pardonné d'avoir signé la normalisation. La normalisation. Il y a ce fond de sentiment d'appartenir à un monde arabo-musulman qui est très fort chez les Marocains, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que j'insiste pour dire, ne commettons pas l'erreur d'insulter le peuple marocain. Par contre, j'ai tout à reprocher au Makhzen. Alors, est-ce que justement, puisque le Front social reste en ébullition, la détermination des Marocains semble n'être entamée par rien du tout, parce qu'il y a aussi une batterie de mesures impopulaires, en attendant financières, qui retombent directement sur le quotidien des Marocains, la réduction de l'impôt sur les sociétés, la limitation d'âge dans l'accès à l'emploi, le pass vaccinal imposé brutalement aussi. De nombreux groupes et organisations se préparent pour la journée du 10 décembre, la journée internationale des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut s'enclencher à ce moment-là dans la pérennité, dans la contestation du déni et de la brutalité contre les droits de l'homme au Maroc? Je ne peux pas prédire ce qui pourrait arriver. Selon les données que nous avons actuellement, évidemment. Je peux simplement dire qu'il y a une véritable rupture entre ce qui était la période avant l'officialisation des rapports de défense entre l'entité sioniste et le Makhzen, d'une part, et le peuple marocain. La période passée est tout à fait différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'avant, il était impossible. Les Marocains avaient peur de manifester parce que la répression a toujours été terrible. Mais cette fois-ci, je crois que le peuple marocain ne peut plus accepter ce qui pour lui constitue un danger pour eux-mêmes. Le fait de faire des accords de défense avec l'entité sioniste contre un autre pays musulman, ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Et je pense que c'est les premiers signes de ce qui pourrait se passer plus tard. Je pense que c'est un mouvement qui risque de durer ou qui risque de s'amplifier. À ce moment-là, quelle serait la réponse du Maroc? Comment voyez-vous la réponse du Maroc? C'est-à-dire rester dans le répressif essentiellement? Non, je ne suis pas devin, mais je crois qu'il y a quand même une certaine obstination, un aveuglement du Makhzen et du roi qui peut les mener à leur perte. Il y a un point de rupture, il y a un point à laquelle il faut faire très attention. Le roi du Maroc aurait intérêt à réfléchir un peu à ce qui s'est passé pour le Shah d'Iran, par exemple. Lorsque quelqu'un qui était un allié fidèle et qui finalement a été délaissé par ceux qui l'employaient parce qu'il n'était plus utile. Et vous savez, il y a dans la réelle politique, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ou d'autres, quand on se sert de quelqu'un qui se met à votre service de manière aussi servile, le jour où vous ne pouvez plus leur être utile, ils vous laisseront tomber comme une vieille chaussette. C'est ce qui est arrivé au Shah d'Iran, c'est ce qui est arrivé à Mobutu, lui aussi, tout puissant, et qui s'est retrouvé balayé, mourir en exil au Maroc, etc. Donc je ne comprends pas que le roi du Maroc et que le Makhzen ne puissent pas réfléchir à ce genre de choses. D'autant plus que quelle que soit l'attitude présente de certains pays à l'égard de l'Algérie, l'Algérie reste pour eux un passage
obligé vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient et vers le monde arabe. Vous parlez d'un point de rupture, Monsieur Djoudi. Est-ce que la monarchie pourrait être déstabilisée, voire tomber Je le souhaite. Non, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est possible, tout est possible, tout est possible. Vous avez évoqué le terme point de rupture avec son peuple, tout simplement. Tout dépend de la manière dont le peuple marocain maintenant appréciera ses premières réactions. Actuellement, ils n'ont pas eu peur de manifester, même s'il y a une répression. Mais s'ils sentent, je crois que s'ils sentent que vraiment que le mouvement est sérieux, je crois qu'il s'amplifiera. Il me semble qu'il s'amplifiera. Vous savez, il faut jamais. Je n'aime pas essayer de jouer aux devinettes et d'apporter une appréciation à chaud. Je me donne le temps de réfléchir. Par exemple, qui pensait aux effets du Hirak quand il a commencé? Eh bien, finalement, l'ancien président a été forcé de lâcher parce que le Hirak, petit à petit, s'est amplifié, a commencé dans la capitale, puis s'est étendu à tout le pays. Eh bien, finalement, ça a mené au changement que nous avons vécu. Eh bien, je crois qu'au Maroc, ça peut se reproduire aussi. Et il n'y a plus, et il n'y aura peut-être plus le soutien que l'on attend de ses protecteurs. Israël a beau être là, Israël est quand même assez loin. Et Israël sait très bien que ce n'est pas sa présence militaire qui nous ferait peur, sur le plan militaire. Mais par contre, c'est une menace à prendre au sérieux. C'est une menace dans la mesure où même certains de nos propres citoyens pourraient tomber dans le piège de la peur. Par exemple, se dire « Ah, voilà, maintenant nous sommes menacés. Maintenant, le Maroc aura, avec l'aide d'Israël, aura la possibilité de bombarder même Oran ou Tlemcen, etc. » Qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, à continuer à soutenir le Sahara, la race? Vous voyez, il peut y avoir ce sentiment de crainte, de déstabilisation. C'est ce qu'ils recherchent. Mais je crois qu'il y a de plus en plus une prise de conscience, chez nous, en Algérie, du fait que nous avons de plus en plus tendance à oublier nos petites querelles de partis et à revenir à ce qui s'est passé en 1963, c'est-à-dire que dès que l'Algérie est menacée, il y a toujours une unité du peuple, quelles que soient nos orientations politiques. Je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur Djoudi, parce qu'elle concerne aussi tout ce débat, finalement. C'est la question du Sahara occidental. On a vu récemment le président sahraoui, Brahim Ghali, dire que le Maroc avait changé complètement de stratégie lorsque le Polisario a repris la lutte armée. Il attaque systématiquement et directement des civils et non pas les militants sahraouis à l'aide de drones, on le sait. Il en a usé même contre des Algériens. Donc la guerre pourrait prendre une nouvelle allure, une nouvelle figure que nous n'avons pas connue par le passé et pourrait s'inscrire dans la durée et pourrait être beaucoup plus violente finalement. D'autant que le Conseil de sécurité a l'air de ne pas tellement soutenir son envoyé personnel auprès de la race. Les Sahraouis s'inspirent beaucoup de l'exemple de l'Algérie. Je dirais par exemple en tant qu'ancien moujahid, je voudrais rappeler que lorsque des unités de l'ALN attaquaient les unités françaises, leur infligeaient des défaites sérieuses, quelle était la réaction de l'armée coloniale? C'était les paras qui revenaient et, faute de pouvoir trouver l'unité de l'ALN qui s'était repliée, ils s'en prenaient aux femmes algériennes qui étaient là, qui s'occupaient de la subsistance, de l'élevage, etc. Et ces femmes étaient torturées, humiliées, violées, etc. S'attaquer aux civils en essayant de casser l'appui de la population civile. Or, justement, le Maroc, jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à casser la résistance des femmes sahraouis ou des Sahraouis de manière générale. Et le Sahara, maintenant, est en train de s'adapter, l'armée de libération sahraoui est en train de s'adapter aux nouvelles données, c'est-à-dire à l'usage des drones. C'est ce que dit d'ailleurs le président sahraoui. Il y a 2 semaines,
un responsable sahraoui me disait, nous avions toujours attaqué par surprise, oui. Nous avions choisi le moment et le lieu. Bon, maintenant qu'ils ont des drones, maintenant nous adaptons à cette nouvelle stratégie. Et maintenant, l'idée, par exemple, de porter le combat jusqu'à l'intérieur du Maroc, comme nous avions porté c'était insensé à l'époque de penser que le FLN pouvait porter la guerre en France. Nous l'avons fait. Eh bien, les Sahraouis aujourd'hui sont en train de s'adapter à la nouvelle situation, parce que le premier but du Maroc, du Marsan, avec l'aide des Israéliens, c'est d'avoir cassé les Sahraouis. La détermination, bien sûr. Parce qu'en ce moment, les Sahraouis portent quand même des coups très sévères à l'armée marocaine, qui subit des pertes d'abord, mais qui évidemment n'est pas médiatisé, on n'en parle pas. C'est difficile de chiffrer évidemment les pertes du côté marocain. Mais je crois que les Sahraouis, d'abord parce qu'ils ont une capacité de résistance extraordinaire, nulle part, ce sont des gens qui sont aussi déterminés que notre peuple l'était dans des conditions défavorables, parce que nous battions dans une guerre asymétrique. Nous n'avions ni avion, ni marine, ni char, etc. Et comme le disait l'Arabi ibn Mahdi, qu'est-ce qu'il disait l'Arabi ibn Mahdi? Donnez-moi vos avions, je vous donnerai mes couffins. Oui. Eh bien, avec nos couffins, nous avons réussi à forcer la France à se retirer. Eh bien, je crois que les Sahraouis tirent les leçons des expériences des autres, et ce sont des gens qui les Sahraouis se rendent compte maintenant que le fait d'avoir accepté le cessez-le-feu pendant aussi longtemps était une erreur. Parce que la situation profitait au Maroc, oui, et pas aux Sahraouis. La reprise des combats, maintenant, est en train de provoquer sur le plan international des réactions très fortes. Dernièrement, vous savez que l'Union européenne a fait appel sur le jugement de la Cour européenne concernant les relations... Oui. Non, pour ce qui est de l'accord commercial entre l'Union l'accord de pêche et agricole, et le Maroc. Eh bien, la déléguée suédoise a opposé un non catégorique en disant que le peuple sahraoui n'a pas été consulté et qu'elle refuse que l'on dépose une... Et le verdict d'ailleurs de la Cour de justice européenne devrait être confirmé en appel. Justement. Oui. Non, actuellement, il y a quand même un mouvement qui est en train de grandir, oui, qui est en train de s'imposer. Comme chez nous, aussi, nous, au début, je me souviens que lorsque ça a été déclenché en Europe, en France, les Français n'avaient aucune idée de ce qui se passait en Algérie. Mais après que nous ayons commencé à attaquer en France, eh bien, à ce moment-là, les Français ont commencé à prendre conscience de se dire, mais c'est pas... Toutes ces histoires qu'on nous raconte sur les soi-disant rebelles, etc., bandits, ça n'a rien de sérieux. Et on a commencé à avoir des réactions positives. Oui. On a eu des gens qui nous ont soutenus, ceux qu'on appelait les porteurs de valises, etc. Les jeunes du contingent, rappelés pour aller combattre en Algérie, qui se couchaient sur les rails du train pour ne pas aller en Algérie. Vous voyez, il suffit qu'il y ait un élément déclencheur. Donc c'est aux Sahraouis aujourd'hui de forcer un peu les regards sur eux, d'amener les nations, notamment africaines. Le président Rally a parlé de possibles alliances avec quelques pays pour justement faire front contre le Maroc. Peut-être qu'on les surprendra. Ils auront peut-être des surprises. On attend de voir cette tournée du président sud-africain actuellement en Afrique occidentale, commencé par le Nigeria, oui, et puis ensuite en Côte d'Ivoire, etc. On verra ce qui est en train de se connaître. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'actuellement, vous savez, il y a eu 3 phases dans la diplomatie algérienne. Il y a eu d'abord cette phase glorieuse de la diplomatie de combat qu'on a créée pendant la guerre de libération, avec nos bureaux dispersés un peu partout dans le monde, surtout dans les pays alliés à la France, puisque j'ai eu le privilège, moi, de représenter le FLN à Londres en 1955 pour passer la main ensuite à mon ami, Allah yarhamou, Mohamed Kello. Eh bien, je crois qu'on est en train d'assister au même phénomène, actuellement, pour la cause sahraoui, malgré tous les blackouts, etc., qu'on essaie d'imposer. On commence à connaître cette... À en parler. Oui. Vous savez, lorsque Mandela est venu nous voir à l'état-major, qu'est-ce que lui a dit le Sherif Qassem, Allah yarhamou, c'est Jamal?
il lui a dit « Vous ne pouvez pas mener une guerre de libération comme nous l'avons fait parce qu'il y a toute cette ceinture occupée par le Portugal, le Mozambique et la Grande-Bretagne. Alors, commencez à faire connaître votre cause sur le plan international, créez une diplomatie. » Vous voyez ? Et puis cette diplomatie a continué après 62 avec Boumedienne qui a lancé cette idée lorsque j'ai été appelé à être ambassadeur et que je l'ai vu, je lui ai dit mais moi j'attendais ma démobilisation. Je lui ai dit mais moi j'ai jamais été formé comme ambassadeur, comme diplomate. Moi je suis un enseignant. Il m'a dit je n'ai jamais été formé pour être ministre, mais tant que l'Afrique n'est pas libérée, nous sommes toujours en danger. Il y a cette attitude d'Algérie qui est significative. Cette révolution algérienne est en train de faire des enfants un peu partout. Et maintenant, il y a de plus en plus des prises de conscience. Des manifestations, les dernières manifestations en Espagne. Il n'y avait pas de manifestation de ce genre. Regardez maintenant, elle commence à prendre de l'ampleur. Un peu partout. Eh bien, donc ça devait passer par la reprise de la lutte armée. Maintenant, avec la nouvelle feuille de route du président Tebboune, et avec l'expérience de la Mamara, regardez comme nous sommes en train de reprendre maintenant, ça me rappelle cette diplomatie de guerre efficace qui ne fait pas confiance uniquement aux paroles, mais qui s'en tient aux faits. Et nous reprenons une espèce de diplomatie active, agressive, et qui donne des résultats. Qui donne des résultats. Monsieur Noldine Djoudi, je vous remercie. Vous êtes ancien diplomate. Merci pour tous les éclairages que vous nous avez apportés ce soir. Ancien diplomate, mais vous savez, la diplomatie continue à être une espèce de... Oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée sur notre chaîne. Bonsoir.